aimer savoir beaucoup de choses. Mais je pense, je pense qu'actuellement, à ce stade de ma vie, j'aurais aimé savoir que je pouvais faire des erreurs, que je pouvais échouer et que ce n'était pas si grave que ça, en fait. Parce que j'ai grandi dans une famille où les attentes envers moi spécialement, la fille, la Benjamine de ma mère, la cadette de mon père, étaient très grandes. Moi, j'ai vécu dans une famille où pratiquement en 30 ans de vie commune, il est carrément impossible qu'on passe une semaine chez moi à la maison et qu'il n'y ait pas de dispute, de cris entre mes parents. C'est limite impossible en fait. Ma mère, elle considérait tes bonnes notes comme oui, bon, ça va de soi. Et à contrario, elle te reprochait tout ce que tu ne faisais pas. Donc, elle n'était pas plutôt dans l'encouragement. Oui, ma fille, ce que tu as fait, c'est bien, je suis très fière de toi. Elle était plutôt dans le, oui, tu as fait ça, mais et ça, et ça, et ça. Oui, ce que le nounia de Diamuso. Donc, j'ai entendu ça toute ma vie, en fait. Donc, j'étais constamment dans le vouloir plaire, me mettre en quatre pour les gens, parce que c'était le seul moyen pour avoir un peu de paix à la maison. Et j'avais transposé ça dehors, dans toutes mes relations. Et ça m'a nuit. Ça m'a nuit dans beaucoup de choses. Et j'aurais voulu qu'on m'apprenne que, oh bof, Doris, tu sais, oui, tu n'es pas obligé de tout réussir dans la vie. Ça, là, tu peux échouer. Ça. Donc, j'aurais vraiment aimé, depuis toute petite, qu'on puisse m'apprendre ça. Que l'échec, ça fait partie de la vie. Que ça ne te définit pas. Qu'on ne doit pas t'humilier à cause de ça. Salut, j'espère que tu vas très bien, j'espère que tu passes une bonne journée ou que tu passes une bonne soirée selon là où tu te trouves actuellement. Tu es très bien dans l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir de Eden Betoglo, alors je suis le créateur, l'animateur, le producteur, le réalisateur de ce podcast et je reçois aujourd'hui Alomé, Yawa, Tekla, Thérèse, Doris. Alors, elle a beaucoup de prénoms, c'est vrai, et elle a aussi beaucoup de casquettes, comme vous pouvez le remarquer. Je vous en parlerai en détail, ou elle en parlera en détail justement tantôt. Mais elle est auteure de 2 livres, un livre qui s'appelle Selfie, qui traite justement des réalités de 4 lycéennes, et un autre livre qui s'appelle Dessous de femmes, qui traite des réalités des femmes, de 8 femmes, si je ne me trompe pas, et qui, bien évidemment, ces livres, en fait, parlent non seulement de ces réalités des réalités des femmes, mais également des décisions qu'elles prennent au fur et à mesure. Donc, j'espère que vous allez peut-être les acheter, vous les procurer, facilement trouvables en ligne. Donc, faites-vous plaisir. Elle est aussi dans une ONG, elle est dans la défense des droits de l'homme. Elle travaille aussi dans le droit des enfants. Elle anime justement aussi une émission à la Journée de Nana depuis quelques années déjà. Donc, elle est activiste sociale. Elle est également mère célibataire. Alors, elle nous en a un peu parlé. Alors, on a fait le tour de plusieurs sujets, honnêtement. On a parlé justement de l'importance des paroles valorisantes des parents. Je vais revenir un peu sur ça dans la conclusion. L'importance du langage de l'amour envers les enfants. Donc, dans ce que Doris aurait aimé savoir, on retrouve un peu ces aspects. On a aussi parlé de l'échec et de la fatalité, de la représentation du mot en question, donc échec, et de son impact sur les enfants. On a aussi essayé d'évoquer un peu la difficulté des mères célibataires à se remettre en couple. C'est peut-être une question qui est assez importante également. Comment aussi intégrer le conjoint séparé à la vie de l'enfant, et surtout on a parlé du congé maternité, du respect de ces congés par les employeurs, de l'allocation des mères aussi sous la supervision ou sans la permission des parents. Donc c'est quand même des sujets intéressants et on a quand même décidé d'aborder un tout petit peu aussi le congé paternité. Alors je vais m'arrêter là et puis je vais entrer dans le studio, rencontrer Doris, puis je vous laisse découvrir au fur et à mesure tous les sujets qu'on a eu à aborder. Je voudrais que vous restiez jusqu'à la fin parce que
Je vais revenir sur chacun de ces sujets et on va essayer de détailler un tout petit peu et décortiquer. Vous aurez remarqué que cet épisode a quand même un petit peu un lien avec l'épisode précédent avec Abidé, Nadège et Akbar. On a parlé aussi des mères, mais pas des mères célibataires en revanche, mais on a parlé des mères, de leur réalité, etc. J'espère vivement que cet épisode te fera plaisir ou vous fera plaisir si tu les écoutes ou si tu l'écoutes avec ta conjointe ou ton conjoint. Je te laisse écouter. On se dit à tantôt. C'est Edem. Bonjour, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que mes auditeurs préférés et mes auditrices préférées vont bien. Aujourd'hui, je suis de très bonne humeur parce que je reçois une personne qui va nous partager des choses encore plus qu'intéressantes. Alors, je vais laisser mon invité se présenter, mais d'abord, je vous présente Madame Doris Nana Teka. Alors Doris, comment tu vas? Je vais très bien, Edem. Toi, comment tu vas? Je me porte à merveille, Dieu me porte très bien. Et je suis ravi de te recevoir dans mon petit studio. Donc, on est à Lomé aujourd'hui. Et je vais te laisser te présenter aux auditeurs et aux auditrices. Merci pour l'opportunité déjà. J'avoue que je suis nulle en présentation parce que je ne sais jamais par où commencer. Parfois, j'ai l'impression d'en dire trop. Déjà, mon nom à l'état civil, c'est Genouya Yawa Tekla Thérèse Doris. Donc, souvent, j'ai l'impression que ça fait long. Ouais, ça fait plusieurs prénoms en effet. Voilà. En classe, je me rappelle qu'on me charriait toujours à cause de ça. Quand on finissait d'appeler le nom, tout le monde faisait donc voilà. Généralement, on m'appelle Doris ou bien de mon nom d'auteur, Nana Tekla. Donc, sur Internet, beaucoup me connaissent plus sous le pseudo de Nana Tekla. Donc, je suis juriste et communicante. Je travaille dans une ONG de défense des droits de l'homme. Je m'intéresse beaucoup à la question du droit des enfants et du genre, du droit de la femme, parce que ça me touche particulièrement. Je fais un peu d'activisme social, je veux dire ça comme ça, parce que j'ai un événement qui s'appelle les Journées de Nana, qui a bientôt 3 ans, la 3e édition, qui a beaucoup de ramifications, mais c'est surtout un cadre de partage pour les plus jeunes, pour s'amuser aussi, apprendre beaucoup de choses, mais voilà, partager avec les enfants. Et je suis auteure, comme je l'ai dit aussi. J'ai déjà sorti 2 livres. Il y a un roman qui est en cours de correction. Je n'ai pas encore décidé de comment je vais le sortir, mais il sortira quand même. Je fais un peu de radio à mes heures perdues. J'ai une petite émission en ligne, c'est une radio en ligne qui s'appelle la Radio Alouation. Mais c'est vrai que je suis en pause depuis quelques mois parce que je suis overbookée, on va dire c'est comme ça. Et j'essaie de jongler entre les choses, mais je me dis que je ne suis pas obligée de tout faire à la fois. Donc, ça, c'est en pause pour le moment. Donc, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, je suis mère célibataire aussi. Voilà, c'est tout. D'accord. Bon, merci d'avoir précisé tout ce que tu avais à préciser. Et donc, les gars qui nous écoutent, bon, elle est mère célibataire, donc voilà. Ah, mais c'est pas une invitation, hein? Non, non, non. J'ai jamais dit ça non plus. Non, c'est correct, il n'y a pas de souci, je te chicane. Et donc, ça fait plaisir en fait de te recevoir dans l'émission, surtout vu la profession que tu as. C'est assez intéressant. Et du coup, moi, j'ai envie de savoir concrètement, tu as étudié du droit et ensuite de la communication pour aller vers là, ou tu as étudié que de la communication et puis tu t'es formé sur le tas. Bref, j'aimerais en savoir plus en fait sur ton background académique. Ça a commencé par le droit, comme je le précise souvent, je suis juriste d'abord. Parce que ma première passion, mon premier amour, c'était le droit. Je voulais devenir avocate. J'ai tout dirigé en ce sens-là. J'ai fait des études littérature, après faculté de droit direct.
Mais voilà, le système LMD, peut-être qu'il était mis en application comme moi, je suis arrivée à la faculté de droit de Lomé. Ce n'a pas été du tout facile. Et il est bien vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça va faire l'objet d'un autre débat que tu vas faire après. Le système éducatif tel qu'il est appliqué dans ce pays, je fais partie des personnes qui le critiquent énormément. Parce que ça ne nous permet pas de nous en sortir dans le modèle que demandent aujourd'hui les études et la vie professionnelle. Donc, oui, j'ai galéré au campus. J'ai galéré au campus. Il m'a fallu 7 ans pour avoir ma licence. Je sais pas, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est la vérité. Venant, du moins, j'étais une personne qui n'était pas paresseuse. Moi, j'ai toujours fait partie des 3 premiers de classe depuis le primaire jusqu'à mon bac. Je n'ai pas échoué une seule fois. Et le système, dès qu'il est appliqué à l'université, même avec beaucoup d'endurance et de persévérance, disons que ceux qui ont fait la fac de droit vous diront que c'est un peu particulier. Mais étant une personne assez persévérante et surtout qui n'aime pas l'échec, mais vraiment, j'ai ça en horreur. J'ai persévéré parce que je me suis dit non, c'est ce que je voulais faire. Mais c'est vrai qu'en temps, genre, je ne voyais pas le bout du tunnel, en fait. Au bout de 5 ans à la fac, c'est vrai que j'étais encore jeune. Quand je parle de 5 ans, moi, j'avais 21 ans. Je faisais la 3e année de droit. Mon 3e année, système LMD, bien sûr, encore. Et j'avais l'impression que tous mes calculs étaient tombés à l'eau parce que moi, après 5 ans, je m'imaginais en master, en fait. Donc, ne pas avoir la licence du tout, c'était catastrophique. Et j'avais la pression des parents à la maison parce que de base, ma mère ne voulait pas que je fasse le droit. Je lui avais dit soit je fais le droit, soit je fais le journalisme parce que j'aimais bien ça. Je faisais des petites émissions radio aussi à l'époque sur Radio Légende FM, qui n'est plus en activité actuellement. Et au bout de 5 ans, je n'avais pas la licence et ma mère m'a appelée un jour parce que j'avais encore eu des notes qui n'étaient pas vraiment ça, je pleurais. Elle est venue me voir carrément, elle m'a dit « Ah, bah, je te l'avais dit, hein. » Donc, de trouver autre chose. Elle voulait que je fasse l'anglais ou bien en tout cas quelque chose qui aurait permis que je puisse avoir mon diplôme et que je puisse commencer par me chercher un peu dans la vie active. Mais moi, je ne le voyais pas de cet œil-là. Je voulais continuer en droit, mais je voyais un peu ce qu'elle voulait dire parce que quand on prend tout le cursus et les exigences de la vie professionnelle, quand tu finis, tu dois compter au moins 1 ou 2 ans en stage et autres parcours ambigus que nous avons dans le pays avant de trouver un boulot stable et de commencer vraiment. Entre-temps, je suis une femme et vous allez avoir la pression sociale qui va rentrer. Oui, tu te fais vieille, il faut que tu te maries. J'avais pas forcément envie de me retrouver à la charge de quelqu'un. Du moins, j'ai toujours été élevée dans un esprit d'indépendance, de me prendre en charge. Donc, il y avait tout ce calcul-là, je me suis dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, heureusement, cette année-là, il y avait le concours Miss ECOWAS, Togo. Je pense que je me suis décidée à participer parce que je venais de sortir d'une rupture. Et je suis le genre de personne qui fait beaucoup dans la compensation aussi. Donc, pour moi, quand ça ne va pas quelque part, ça doit aller autre part. Donc, j'ai jamais eu ce problème-là de, oui, j'ai des peines de cœur, donc je travaille pas bien à l'école. Non, moi, c'est plutôt le contraire. Ça va pas en amour, ça doit aller dans les études ou dans la vie professionnelle. Donc, je reversais toute ma peine dans la persévérance des études. Donc, je venais de me faire larguer par mon petit ami de l'époque d'une manière vraiment bizarre. Et puis, il y avait ce message-là que j'avais reçu par rapport à ce concours parce ça faisait 2 ans qu'il me demandait de participer. On me démarchait un peu, j'allais dire. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais le faire. Juste comme ça, hein, pendant les vacances. Donc, j'ai participé, j'ai gagné, j'ai eu la couronne. C'était en 2014. Et parmi les lots que j'ai eu, il y avait une bourse d'études à l'IAEC de 2 ans. Donc, une bourse complète. Je n'avais qu'à payer les frais d'inscription.
Et c'est là que je me suis dit, bah ouais, de toute façon, je côtoyais un peu la communication depuis un moment. Euh, je travaillais un peu, je faisais un peu de l'infographie avec des amis au studio Aruka. Donc, je touchais un peu tout ce qui concerne design, affiches et tout ça. Et je faisais un peu de radio à côté. Je maîtrisais pas vraiment le domaine, mais oui, l'événementiel et tout ça, je touchais un peu. Donc, je me suis dit, OK, ben, autant transformer cette passion-là en quelque chose. De toute façon, j'aimais le domaine. Donc, voilà, j'ai passé un test de niveau et je me suis inscrite en licence directement, donc en cours du soir. Donc, je faisais les cours de droit en journée et les cours de communication en soirée. Ok, Donc, d'accord. l'année, Donc, si je voilà, c'est comprends un bien, peu en comme fait, tu ça. as pu cumuler tes études en droit avec justement ta bourse, en fait, à IAEC en communication. Tu as fait les deux à la fois, Ouais, en fait. ouais. Mais pourquoi tu n'as pas suivi les conseils de ta maman qui te disait de faire l'anglais? C'est-à-dire, pourquoi ça ne te tentait pas de le faire? Est-ce que c'est parce que justement il n'y avait pas de débouché? Est-ce que c'est parce que ça ne t'intéressait pas? Ou c'est parce que tu voulais faire tout simplement tout ce que tu avais envie de faire et être un peu, en fait, dire à ta maman, bah, j'ai envie de faire ceci, il faut que tu le comprennes. Ben, un peu de tout, hein. Un peu de tout. J'aimais beaucoup l'anglais. Ça, en fait, je ne vais pas dire que je suis parfaitement bilingue, mais je suis assez bilingue. Je suis des formations, je fais des cours en anglais. À part le niveau que j'ai, c'est-à-dire ce qu'on a appris au collège et au lycée, je n'ai jamais fait d'autres formations dans une école d'anglais, non, mais je parle bien anglais. Mais pour moi, c'était pas assez. Pour moi, il n'y avait pas débouché dans ce domaine-là. En tout cas, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'avais 11 ans quand j'avais décidé que je voulais devenir avocate. Et c'était ça, en fait. Donc, je suis habituée à me battre avec ma mère pour avoir ce que je veux. Donc, même, de toute façon, j'avais mon père de mon côté. Donc, quand je lui ai dit je veux faire le droit, elle a dit ah oui, une avocate dans la famille, bien. Donc, voilà. Tant qu'on me payait ma scolarité, moi, je me chargeais de faire le boulot. C'est tout. D'accord, d'accord. Bah, en tout cas, je pense que certaines personnes qui peut-être nous écoutent hein, n'ont pas eu la chance de pouvoir s'imposer à leurs parents de cette façon. Il y en a qui ont été obligés de faire exactement ce que leurs parents disaient. Donc, je suis ravi de voir que tu as pu faire ce que tu voulais faire. Et je pense que tu as atteint ton objectif. Tu es dans la défense des droits de l'homme. Et du coup, j'aurais une petite question rapide. Vu que tu es mère célibataire, comment ça se passe pour l'éducation de ton enfant? Est-ce qu'il y a un rôle du père de ton enfant dans l'éducation de l'enfant actuellement? Comment ça se passe? Est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu vis avec ton conjoint? Ah, c'est un sujet un peu délicat parce que, euh, disons, aujourd'hui, très vite, les gens rentrent dans le jugement. Et, du coup, je fais très attention à tout ce que je dis autour de ça. J'ai pas peur de dire que je suis mère célibataire. C'est la réalité de ma vie, il n'y a aucune honte à ça. Le père de mon enfant, vu qu'il ne vit pas avec nous, de toute façon, on n'a jamais vécu ensemble. Toute ma grossesse, j'étais chez mes parents. Après, on devait s'installer ensemble, mais ça ne s'est pas fait jusqu'à tous les problèmes qu'on a eus et qu'on a décidé de partir chacun de son côté. Il vient voir son fils quand il peut, mais et financièrement, il fait voilà, ce qu'il peut aussi. Et bon, moi, je suis avec lui tout le temps. Je pense que je fais aussi ce que je peux. Donc, oui, on va dire ça. Chacun contribue dans la proportion qu'il peut dans l'éducation d'enfants. Et moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très présents. Et c'est peut-être même un problème, hein, parce que ma mère, c'est vraiment comment on dit ça, une intrusion dans l'éducation de mon fils qu'elle fait, hein, parce que elle me rééduque moi, elle l'éduque aussi en même temps. Donc, Ouais, je voilà, vois. c'est ça. D'accord. Mais du coup, est-ce que dans ton combat de tous les jours, tu combats également les préjugés qu'on peut avoir sur les mères célibataires en Afrique ou au Togo? Combat, je ne sais pas.
Ce n'est pas vraiment une thématique à laquelle je m'attaque personnellement. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui le font. C'est important, hein, franchement, parce que le statut de mère célibataire est très compliqué. Nous savons tous à peu près la pesanteur sociale qu'il y a autour de ça. Mais je ne sais pas, moi personnellement, comme je l'ai dit, je suis habituée à me battre pour avoir ce que je veux. Et sincèrement, j'en suis à un niveau où je ne vis plus par rapport au regard des autres, hein, parce que il n'y a que moi pour moi, en fait, actuellement. Donc, tout ce que je pense que je fais, c'est que je vis ma vie comme je l'entends. Et si ça peut donner comment dire, la force à quelqu'un d'autre de se débarrasser de ce cancan-là pour ne pas rester coincé dans une relation, tout simplement parce qu'on va dire, oui, tu as eu un enfant, tu n'es pas marié, que tu ne vaux rien. En tout cas, moi je vis, j'essaie d'avancer, de faire mes projets. Si c'est un témoignage de plus, c'est bien, mais je ne m'attaque pas forcément à ce problème-là. D'accord, c'est correct. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère que l'échange vous fait du bien, l'échange vous fait plaisir également et que vous arrivez à apprendre des choses. Que ce sont des sujets qui existent en Afrique, bien évidemment. Donc, il me paraissait important de pouvoir l'aborder avec Doris. Alors, Doris, je pense qu'on va aller vers le bon sujet. Donc, le sujet central de ce podcast. J'aimerais savoir ce que tu aurais aimé savoir. Et je pense que vu ce que tu viens de partager, les auditeurs et les auditrices aussi aimeraient bien savoir ce que tu aurais aimé savoir. Alors, on t'écoute. Oui, j'aurais aimé savoir beaucoup de choses. Mais je pense qu'actuellement, à ce stade de ma vie, j'aurais aimé savoir que je pouvais faire des erreurs, que je pouvais échouer et que ce n'était pas si grave que ça, en fait. Parce que j'ai grandi dans une famille où les attentes envers moi spécialement, la fille, la Benjamine de ma mère, la cadette de mon père, étaient très grandes. J'avais déjà fait une intervention avec toi sur Instagram où on avait parlé des violences conjugales. Moi, j'ai vécu dans une famille où pratiquement en 30 ans de vie commune, il est carrément impossible qu'on passe une semaine chez moi à la maison et qu'il n'y ait pas de dispute, de cris entre mes parents. C'est limite impossible en fait. C'est-à-dire à moins que l'un d'entre eux n'ait voyagé. Si eux deux se retrouvent sous le même toit, c'est littéralement, nous avons vécu dans une agression verbale, une violence verbale et dans les années antérieures, physique, constante en fait. Et moi, bizarrement, je suis la préférée de mon père. Donc, je suis toujours celle qui fait tampon, celle qui doit être entre eux deux, entre le côté de ma mère et le côté de mon père. Donc, les attentes par rapport à moi sont très grandes. Autant sur le plan scolaire, comme je l'ai dit, j'étais une élève assez intelligente, donc on s'attendait à ce que j'ai de bonnes notes. Surtout du côté de ma mère, je vais beaucoup plus parler d'elle parce que mon père avait une profession qu'il ne restait pas beaucoup à la maison. J'ai commencé à voir mon père régulièrement à la maison quand j'ai eu 15 ans et qu'il a eu sa retraite. Donc, avant, il passait un mois dehors et 2 semaines à la maison. Donc, je faisais l'alternance avec ça, en fait. Donc, j'ai beaucoup plus eu ma mère qui a eu beaucoup d'influence sur moi. Et elle n'est pas démonstrative, elle n'est pas émotive. Et moi, j'étais une enfant qui avait plutôt besoin de ce lien-là. Or, ce lien-là, je ne retrouvais qu'avec mon père, qui se trouvait être plutôt assez compliqué, être marié assez compliqué pour ma mère. Donc, il y a eu ça dans lequel j'ai grandi. Donc, je n'avais pas le droit d'échouer, d'être la 2e ou la 3e de la classe. J'avais des remontrances. Ma mère, elle considérait tes bonnes notes comme oui, bon, ça va de soi. Et à contrario, elle te reprochait tout ce que tu ne faisais pas.
Donc, elle n'était pas plutôt dans l'encouragement. Oui, ma fille, ce que tu as fait, c'est bien, je suis très fière de toi. Elle était plutôt dans le, oui, tu as fait ça, mais et ça, et ça, et ça. Oui, ce que le nounia de Diamuso. Donc, j'ai entendu ça toute ma vie, en fait. Donc, j'étais constamment dans le vouloir plaire, me mettre en cadre pour les gens, parce que c'était le seul moyen pour avoir un peu de paix à la maison. Et j'avais transposé ça dehors, dans toutes mes relations. Et ça m'a nui. Ça m'a nui dans beaucoup de choses. Même professionnellement parlant, je suis le genre, même si je suis un peu souffrante, tant que c'est ma responsabilité, je ne vais pas vous laisser tomber. Je vais être là. Et après, je vais payer le prix après. Donc, je muse en fait pour les autres. Et j'aurais voulu qu'on m'apprenne que, oh, bof, Doris, tu sais, oui, tu n'es pas obligé de tout réussir dans la vie. Ça, là, tu peux échouer. Ça peut aller. Je le dis parce que aussi aujourd'hui, je me suis retrouvée mère célibataire dans la relation dans laquelle j'étais. Je pense qu'en fait, que j'aurais pu l'éviter en rompant avant même de tomber enceinte. C'est un peu drôle de le dire comme ça. Parce que, en fait, le pourquoi j'ai finalement rompu, c'était pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau que la personne avait fait. C'était des choses que la personne faisait depuis que j'acceptais et que j'étais dans cette optique-là de réussir la relation. Donc, oui, j'étais là, je me fermais. Et puis, j'avais eu le modèle de ma mère qui est quand même restée excusez-moi, qui est quand même restée dans son foyer pendant des années, malgré tout ce qu'elle subissait comme violence et où on voyait qu'elle était littéralement malheureuse. Mais elle m'a appris que, voilà, une femme persévérante, une femme ne doit pas montrer ses faiblesses, une femme doit rester forte et tout ça. Donc, j'étais dans ça. Et pour moi, rompre avec le père de mon fils, c'était une forme d'échec. C'était avouer que moi, Doris, j'avais fait de mauvais choix, que je n'étais pas à la hauteur parce que j'avais tout ramené à moi, en fait. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que non. Genre, oui, tu peux échouer et juste avancer et reconnaître que tu as pris la mauvaise voie et puis voilà, passer à autre chose. Donc, j'aurais vraiment aimé, depuis toute petite, qu'on puisse m'apprendre ça, que l'échec, ça fait partie de la vie, que ça ne te définit pas, qu'on ne doit pas t'humilier à cause de ça. Donc, voilà, je pense que principalement, c'est ça. Je vois, je vois. Alors déjà, je suis désolé pour tout ça, bien évidemment, parce que c'est une Non, expérience c'est la vie, ça arrive. une expérience qui t'a marqué. Et du coup, en fait, ça me pousse en fait à me demander si la vie des parents ou de tes parents en fait a peut-être influencé ton choix professionnel ou le fait que tu aies voulu faire du droit pour défendre les hommes dans les conflits, etc. En fait, je me pose la question, en fait, est-ce que ça n'a pas défini quelque chose finalement? Sincèrement, je ne saurais te dire oui ou non. Je sais juste qu'avant, je voulais faire du droit matrimonial. Oui, je voulais devenir avocate pour défendre les femmes. Oui, par rapport à ce que j'ai vécu tout le temps chez moi à la maison. Mais je l'ai dit, hein, les relations de couple sont compliquées. Donc, la faute ne vient pas tout le temps ou à 100% d'une seule personne. Mais oui, j'étais dans cette optique-là. Et quand le droit n'a pas marché, je me suis tournée vers la communication. Euh, Avant ce boulot-là que j'ai actuellement, tous les boulots que j'ai faits tournaient autour du marketing et de la communication. Donc, sincèrement, le travail que je fais aujourd'hui, je dis toujours que c'est une chance parce que c'est un travail qui me permet de faire la synthèse de tout ce que j'ai comme parcours et de toutes les formations que j'ai reçues. Je suis à un poste où j'utilise autant mes compétences de juriste que de communicante dans toutes les stratégies que je mets en œuvre, dans la mise en œuvre des projets, dans tout. Donc, je ne me dirigeais pas forcément vers là, mais je remercie le ciel d'avoir guidé mes pas vers là. Yo, bye bye. Désolée, tu vas devoir couper ça après. Ouais, il n'y a pas le choix, je pense. T'inquiète.
Alors, du coup, je comprends très bien ce que tu dis. Et ça me pousse en fait à aller vers un autre type de sujet, même si ça aura un lien. Déjà, merci pour avoir partagé ce que tu aurais aimé savoir. Je trouve que c'est très édifiant de pouvoir dire les choses aussi clairement, aussi simplement et aussi librement. Aujourd'hui, ça t'a appris un certain nombre de choses, bien évidemment. Et je pense que ça te permet aussi, bien évidemment, je suppose, de pouvoir mettre des limites à un certain nombre de relations, Ah, etc. ça, oui, hein. Il y a des Voilà, choses que je suis sûre que je vais plus supporter. Non, non. exactement. Et donc, tu vas choisir entre 1 et 5 et je vais te proposer un sujet. Ok, bah deux. 2, d'accord. 2, ok. Alors, Doris, dis-moi, dans la société togolaise, parce que je pense que tu es en contact avec beaucoup de cas pratiques, comme on l'appelle en droit, lors de certains exercices. Euh, J'aimerais savoir si tu as un avis sur le congé maternité au Togo. Oui, j'ai un avis sur le congé maternité au Togo. Intéressant, on t'écoute. Je- j'ai commencé à m'intéresser à ça à la journée du 8 mars dernier, où une amie a fait un post là-dessus. Et j'ai trouvé ça tellement pertinent. Je sais qu'il y a une législation sur le congé maternité. Je pense le congé maternité est de 3 mois, si je ne me trompe pas, dans la Oui, ouais, législation. je pense que c'est ça, ouais. Donc, 1 mois et demi avant accouchement et 1 mois et demi après. Et par rapport à ça, en fait, moi, de mon expérience, la boîte dans laquelle je travaillais, quand je suis tombée enceinte, je n'avais pas de contrat écrit ni signé. Donc, je pouvais considérer que j'étais en CDI selon la loi. Mais là n'est pas encore le problème. Quand j'ai demandé mon congé maternité, mon boss m'a clairement dit qu'il ne pouvait pas me payer mon congé maternité parce que c'était chez un particulier, qu'il avait des difficultés financières et tout ça et qu'il ne pouvait pas me payer en fait pour rester à la maison. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, j'en avais besoin. J'étais en termes de grossesse, j'en avais besoin, donc je suis restée à la maison. Mais même en étant à la maison, il pouvait m'appeler pour un ou deux dossiers. Je travaillais, je lui envoyais. Et bon, mon congé maternité n'a jamais été payé. Et puis de toute façon, tout ça après, quand mon fils a eu 1 mois, j'ai trouvé un autre boulot. Donc j'ai démissionné et j'ai recommencé. Mais franchement, comment dire, c'est une situation un peu difficile je veux dire, dans le monde professionnel tel que nous l'avons ici. Déjà, 3 mois, disons la vérité, 3 mois, c'est peu. 3 mois, c'est vraiment très peu. Quand je prends la vie pratique d'une maman vers la fin de ta grossesse, parce que la première gestation, beaucoup disent que ça n'atteint pas 1 mois, ça n'atteint pas 9 mois plus tôt. Donc, tu peux accoucher vers 8 mois et demi, quelque chose comme ça. Au lieu de 40 semaines, déjà la 37e semaine, c'est bon. Tu peux accoucher. Donc, quand tu accouches, il faut du temps pour que tu reprennes physiquement, que tu t'habitues au bébé. Et si je prends la législation telle qu'elle est, tu as 1 mois et demi avant l'accouchement pour rester à la maison, supposant que ta grossesse fasse 9 mois, qu'elle ne fasse pas plus de 9 mois comme la mienne, par exemple. Tu accouches, les 1 mois en fait, où tu passes encore avant de recommencer le boulot, tu es franchement à la bourre. Tu es à la bourre. Tu passes des nuits à dormir à peine 3 heures par nuit. Tu as un bébé qui pleure tout le temps, que tu dois nourrir toutes les 3 heures. Tu as plein de choses à faire à la maison. Tu dois t'occuper de toi parce que je suis désolée, mais
quand tu accouches, par exemple, aujourd'hui encore, on a la chance qu'il y a nos mamans ou nos tantes qui viennent rester avec vous pendant un temps pour vous aider à laver le bébé, pour vous apprendre au moins quelques gestes et tout. Mais quand tu te retrouves seule avec ton mari à la maison et que tu dois assumer tes rôles de femme au foyer selon la conception de la société africaine, où c'est la femme qui doit faire le ménage, ta cuisine et tout, malgré que tu ailles aussi au boulot, que tu aies un enfant à nourrir, tu as peu d'hommes qui acceptent de te seconder la nuit quand l'enfant pleure et que ce n'est pas forcément pour t'aider. Moi, littéralement, quand le père de mon fils venait rester à la maison, il venait passer une nuit avec nous. Quand le bébé pleurait, il ne se réveillait jamais. Hein? Jamais. Même quand j'ai commencé à travailler, il ne se réveillait jamais pour me demander, mais qu'est-ce qu'il a? Techniquement, pour lui, tu as les seins, donc tu t'en occupes. Il a besoin de seins. Tu lui donnes le sein. Donc, quand vous avez ça, un mois, c'est peu. En plus, un mois, ça veut dire que littéralement, dès la sortie de l'enfant, vous avez encore un mois et demi à passer avec lui. Il faut immédiatement l'introduire au biberon parce que vous avez certains enfants qui sont très capricieux. Si tu l'habitues au sein pendant un mois et que tu te dis que, OK, dans 2 semaines, je vais recommencer le boulot, donc j'introduis le biberon, monsieur ou madame ne va pas accepter, hein, parce que la texture du biberon n'est pas la même que celui de ton sein. Donc, il est conseillé déjà, dès que vous sortez, vous revenez à la maison, tu commences par tirer un peu ton lait pour mettre dans le biberon et l'habituer à la texture du biberon. Donc, imagine, tu as tout ça à gérer et on te dit qu'après 1 mois et demi, tu dois reprendre le stress du bureau. C'est vraiment compliqué. C'est une période vraiment, vraiment très compliquée. En Mais plus, du coup, il y a oui. beaucoup d'employeurs qui ne respectent pas non plus ton congé. Tu es à la maison, tu as des sollicitations. Après, c'est pour dire que oui, bon, en fait, on va dire une grossesse, ce n'est pas une maladie, donc tu n'es pas malade. Donc, on peut te solliciter parce qu'il y a une urgence, parce que la boîte doit fonctionner. Oui, la boîte doit quand même fonctionner, mais il faut aussi respecter mes droits. Nous sommes quand même tous des êtres humains. Nous avons nos limites physiquement. Une personne ne peut pas être aussi épuisée et on va encore lui demander tout cet effort-là. Donc, Mais que font les syndicats par rapport à ça au Togo? je suis mal placée pour te répondre parce que je ne suis pas syndicaliste. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Parce que je me suis posé la question, je me suis dit, si les employeurs ne Oh, respectent tu pas, sais, ils justement. font des réclamations. Mais je pense que la société africaine a un peu accepté le fait qu'en fait, une vie de femme, c'est une vie de souffrance. Je vais dire ça comme ça. C'est une vie d'inégalité. Donc, on n'est pas trop apte non plus à réclamer, à faire du pushing, à crier notre ras-le-bol. Ce serait un peu comme si, ah oui, tu as la chance d'avoir un travail, même, et puis tu parles, en fait. Ou soit, Ouais. ce serait la réaction suivante, oh, bon, si c'est ça, quitte ton travail et reste à la maison. Il y a même des maris qui demandent ça à leur femme. Dès qu'ils font que la femme a un enfant, ils exigent que tu quittes ton travail, que tu restes à la maison pour pouvoir t'occuper de l'enfant parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation si tu veux continuer à travailler tout en étant mère, franchement. Et vu la conception sociale que nous avons ici dans nos pays, où peu d'hommes sont enclins à s'occuper de leur propre enfant, ce que je trouve aberrant en plus, c'est quand même aussi ton enfant. Nous avons une certaine pression qui reste sur beaucoup de femmes. C'est vrai que ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça, hein, mais la majorité, oui, ne conçoivent pas en fait le fait de s'occuper d'enfants comme faisant partie à part la partie financière, ils ne considèrent pas toutes les autres charges comme faisant partie aussi de leur responsabilité ou de leur travail. La mère est là, en fait. Tu te Oui, je débrouilles comme vois. tu peux. Mais d'ailleurs, justement, je me posais une petite question rapide là maintenant. Est-ce qu'il y a des cotisations à une forme je sais pas trop, d'assurance parentale ou de régime parental, de congés parentaux, etc. au Togo par rapport à la CNSS? Je me pose Non, la question en fait. il y a les allocations familiales.
qui sont Ok. de 2000 francs par enfant. Bon, je me suis toujours demandé ce que j'allais faire avec 2000 francs, mais ça c'est un. Maintenant, le côté que je trouve le plus drôle de l'histoire, c'est que les femmes n'ont pas le droit de prendre les allocations sans la permission de leur mari ou conjoint ou père de l'enfant. C'est-à-dire Euh, que si toi, femme, Jusqu'aujourd'hui, même dans le oui, nouveau jusqu'à code. aujourd'hui, ça n'a pas changé. Non, Ok. ça n'a pas changé. Si tu es une maman qui veut déclarer ton enfant pour percevoir des allocations, dans le dossier, il est demandé l'autorisation du père. Or, bon, techniquement, en soi, ça ne pose pas de problème quand vous vivez ensemble, quand vous êtes en de bons termes. Là où ça pose problème pour moi, c'est qu'on ne demande pas la même autorisation à la mère, par exemple. Quand j'ai demandé, on m'a dit que la raison, c'est que pour éviter que vous deux, vous ne perceviez des allocations pour le même enfant. Ce que je trouve absurde parce que si votre système est automatisé, informatisé, dès que quelqu'un perçoit une allocation pour un enfant, vous entrez le nom de l'enfant, ça sort qu'il y a déjà une autre personne qui perçoit l'allocation. Donc, ce n'est pas une raison valable. Ça, c'est un. La deuxième chose, cela voudrait dire qu'implicitement, on trouve que c'est le père qui doit percevoir l'allocation pour l'enfant. Et donc, si une femme en fait la demande, elle doit avoir l'autorisation du père, que lui soit déclaré à la caisse ou pas. Donc, c'est Je absurde, en vois. fait. Oui, c'est absurde. Et ça pose beaucoup de problèmes dans les familles monoparentales, par exemple, le fameux terme. Fameux terme, bien évidemment. J'en profite pour informer les auditeurs que tout ce dont nous parlons là maintenant, je vais en parler dans la conclusion. Je vais détailler un certain nombre de choses parce que peut-être que certaines personnes ne comprennent pas encore totalement le sujet ou peut-être en ont entendu parler mais ne maîtrisent pas du tout les contours. Donc, je vais revenir sur tous les sujets et aussi justement sur la famille monoparentale. Il n'y a pas de souci. Je te laisse continuer. Voilà, donc je disais, dans les familles monoparentales où les deux ne s'entendent plus, parce que peu de gens sont mères ou pères célibataires et ont vraiment de bonnes relations avec leur conjoint, parce que nous avons très vite fait de tout ramener à nous et de vouloir instaurer un climat de, je ne sais pas, il y a cette tendance-là où les jeunes femmes ont l'habitude de prendre leur enfant pour faire du chantage sur le monsieur. Et donc, ça crée quand même une situation de discorde. Et il y a beaucoup de pères qui sont des missionnaires. Donc, le gars disparaît pendant des mois. Tu n'as pas de ses nouvelles. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu lui laisses des messages. Il ne te répond pas parce qu'il n'a pas ton temps. Donc, dans ces genres de situations-là, par exemple, quand c'est la mère qui a toute la charge mentale, psychologique et la plus grande partie de la charge financière de l'enfant, c'est frustrant quand tu veux prendre des allocations, même si elles sont insignifiantes pour ton enfant, qu'on te demande l'autorisation de son père. Quand on sait que ce père est absent, en fait. Ouais, je vois. Donc, Bah après, je pense qu'il y a une grosse inégalité en fait dans tout ça. Déjà, à l'égard de la maman, bien évidemment, parce que 3 mois, c'est insuffisant. C'est prévu 14 semaines, c'est ce qui est écrit. 14 semaines, c'est peu. Et pour le père, c'est encore pire parce qu'en fait, aucun droit spécifique au congé de oui, paternité oui. n'est trouvé dans le Code du travail, par exemple. Mais c'est la convention collective interprofessionnelle qui prévoit 2 jours de congé de paternité à la naissance d'un enfant. Donc, en fait, il n'y a aucune disposition dans la loi sur le congé parental rémunéré ou non. C'est Oui, ça que je trouve un peu... ouais, tu vois, ça fait un peu réfléchir. c'est exactement ça, en fait. Je crois que le législateur est vraiment à l'idée de la société, de la société telle que nous la vivons, en fait, celle dans laquelle nous sommes, où on considère qu'en fait, dans cette histoire de naissance d'enfants-là, le père n'a pratiquement rien à faire. Donc, on n'a rien prévu pour lui, en fait. Oui. Maintenant, moi, je dirais bien avant même qu'on ne commence par... on devrait commencer par allonger la période pour les mamans déjà. Et avant même de commencer à réclamer des congés paternité, il faudrait faire un travail d'éducation au fond pour que les messieurs commencent vraiment par s'impliquer à la maison. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des congés paternité si tu es à la maison que tu ne fais rien. Hein.
D'ailleurs, en fait, que j'en tu n'es profite pour pas. te poser une question claire, directe, précise et concise. Si tu avais 3 recommandations à faire tout de suite en 3 minutes chrono concernant le congé maternité et paternité, ce sera quoi? Bah, la première serait déjà qu'on rallonge le temps du congé, qu'on offre plus de sécurité face à la grossesse aux femmes parce que au-delà du congé maternité, tomber enceinte aujourd'hui en étant sous contrat professionnel est beaucoup risqué. Je pense avoir déjà fait des sorties là-dessus. Ce n'est pas spécifié clairement comme ça, mais des gens se sont fait renvoyer parce que justement, ils ont eu soit des grossesses difficiles dans leurs travaux, comment dire, dans leur boulot, ou qu'ils ont eu des accouchements difficiles nécessitant plus de temps que nécessaire et que l'employeur a estimé que voilà, c'était préjudiciable à sa rentabilité au boulot. Donc, offrir plus de garanties juridiques aux femmes pour qu'on se sente un peu à l'aise devant nos grossesses et notre maternité. Et oui, la troisième, ce serait d'instaurer un congé maternité, même si c'est un mois. Donc, voilà, 3 recommandations. Mhm. Intéressant. OK. Bah, j'espère que ceux qui nous écoutent, parmi ceux qui nous écoutent, il y a quand même certaines personnes qui ont des bras longs, comme on dit chez nous. Et j'espère qu'il y aura un gros travail qui sera fait. Malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas trop de consultations publiques sur ce genre de sujet, alors que ça devrait être le cas. Ça aurait pu être très utile pour le code qui a été voté récemment. Mais bon, je suppose qu'il y aura encore des amendements et que ça va évoluer. Et je pense que tu as dit quelque chose de très important. En fait, le législateur est à l'image de la société, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est dans une société où les conceptions sont telles qu'elles sont, tout simplement. Et donc, bien évidemment, c'est assez compliqué. Et peut-être que la grosse recommandation que tu as faite, c'est vraiment de sensibiliser, vraiment d'éduquer derrière pour qu'on comprenne que voilà, les hommes aussi peuvent aider leurs femmes, etc. Et que le législateur prévoit un certain nombre de temps plus long, bien évidemment, pour ça. En tout cas, je vais revenir là-dessus dans la conclusion de ce podcast. On est pratiquement à la fin et j'ai envie de te demander, Doris, si tu as des conseils à donner par rapport à tous les sujets qu'on a eu abordés dans ce podcast ou des petites recommandations à donner en 2, 3 minutes. Et puis voilà, t'écoute. Des conseils, franchement, j'évite ce mot-là depuis un moment parce que les gens le prennent très mal quand on leur donne des conseils. Mais je vais dire tout simplement par rapport à tous les sujets qu'on a pu aborder jusqu'à maintenant. La première chose, ne jamais abandonner ses rêves. C'est très important parce que je me dis qu'au soir, du moins si je vis assez longtemps pour être vraiment au soir de ma vie, je pense que ce sont ces choses-là qui vont me faire dire, oui, j'ai quand même eu une belle vie. C'est parce que j'ai rêvé de ci, de ça, et que malgré les difficultés, ben, j'ai atteint mes rêves. Parce il faut bien avoir conscience que la vie, c'est pas le lait, comme le dit une amie gabonaise à moi. C'est pas le lait piquant. C'est pas Ouais, c'est censé pas être faux. doux. C'est pas censé être doux. C'est des difficultés parce que c'est tout le temps des idées contraires qui se heurtent, des destins contraires qui sont en compétition, qui entrent en collision. Donc, vous aurez des combats tout le temps. Mais c'est se battre pour ses rêves, en tout cas pour moi, je trouve que c'est important. Parce que quand tu vis les rêves de tes parents, à quel moment tu te dis, OK, j'ai fait ça pour moi, j'ai eu ça pour moi. Quand tu es seul la nuit dans ta chambre, quand tu es couché sur ton lit, tu es fier de quoi? De quoi particulièrement? Donc ça, c'est important. La deuxième chose, écoutez, cette année, en tout cas depuis 2019, j'ai eu plein d'amis qui sont jeunes, qui sont partis. Je ne sais pas s'ils sont fiers de la vie qu'ils ont eue, je ne sais pas s'ils ont pu réaliser leur projet. Mais moi, depuis, je me dis, la vie, elle est trop courte pour qu'on se prenne la tête tout le temps sur certaines choses, sur ce que les gens vont penser de moi, sur ce que les gens disent de moi. Tant que tu es en accord avec tes principes, avec ta foi, tes convictions,
religieuse ou personnelle, c'est bon, avance. Tant que tu ne blesses pas beaucoup de personnes en te réalisant toi, parce que ça aussi c'est important, c'est bon, fais ce que tu peux. En fait, c'est ça, hein. Fais ce que tu peux pour être heureux pour toi, parce que c'est important. N'attends pas ton bonheur des autres. Parce que je suis désolée, mais eux aussi ils cherchent le leur. Hein. À un moment donné, il faudrait comprendre que eux aussi ils cherchent juste leur bonheur. C'est pas forcément contre toi, mais c'est qu'ils cherchent leur bonheur. Donc, il faudrait que toi aussi tu penses à chercher le tien, là où tu peux le trouver. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, mais voilà. Après, quand tu es là, moi, quand je suis là devant avec mon fils et on a des moments de fou rire et de conneries, même si je l'ai grandi 5 minutes avant, je suis contente parce que cet enfant, je l'ai quand même désiré, je l'ai eu et avec ses hauts et ses bas, mais c'est quand même la plus grosse réalisation de ma vie à ce jour. C'est quand D'ailleurs, même en mon fait, fils. si tu devais donner un conseil aux mères célibataires qui nous écoutent et qui ont peut-être du mal à se remettre en couple ou qui ont des difficultés, etc., ce serait quoi si tu veux donner rapidement 2 conseils en 2 minutes? Ah, tu sais, moi-même, j'ai des difficultés à me remettre en couple, donc je ne vois pas quel conseil. Oui, mais Je bon, ne vois pas tu quel pourrais proposer conseil. des choses peut-être que toi-même Je tu ne vois pas quel envisages, on ne sait conseil jamais. je peux donner. Je vais juste dire que, sincèrement, en tant que mère célibataire, c'est très facile de retomber dans le schéma dans lequel on est sorti. Sincèrement, c'est très facile de retomber sur le même mec qu'on vient de larguer en se disant que c'est pas le bon et tout. Parce que c'est une situation qui crée un vide affectif qu'on a envie de combler. Le pire, c'est qu'on a envie de le combler trop tôt parfois, ou certaines ont envie de rendre leur ex jalouse pour dire oui, on a rompu, mais voilà, je me suis trouvé quelqu'un d'autre. Et il y a aussi, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui en profitent en fait. Beaucoup se disent que oui, que on est en manque d'affection ou d'un homme. Et ils en profitent. Ils font du forcing, un peu comme si le fait d'être mère célibataire, c'est un peu comme si j'avais une affiche tatouée sur mon dos qui disait que oui, je cherche un homme dans ma vie. J'ai besoin d'un homme pour me protéger. Je pense que quand on sort de toute relation, qu'on finit avec un enfant ou pas, il faut toujours prendre le temps de se remettre en question, d'essayer de se reconstruire, soi-même personnellement. Moi, c'est le travail que j'ai eu à faire sur moi, parce que j'étais clairement dans une relation de dépendance affective où j'avais mis trop d'attentes et d'espoirs sur l'autre qui n'ont pas été comblés. Donc, il a fallu que je réapprenne à me connaître. Qu'est-ce que je suis prête à accepter désormais ou pas pour mon bonheur et celui de mon fils, parce que ça aussi, c'est important. Il faut penser au bonheur de l'enfant. La difficulté avec les mères célibataires, c'est que tu ne peux plus te mettre en couple pour te mettre en couple. Tu as maintenant une grosse responsabilité, c'est-à-dire une personne que tu dois éduquer. Donc, tu es obligé maintenant de faire plus attention aux personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Et il doit y avoir une certaine validation entre voilà, le futur mec et ton enfant, par exemple, parce que nous sommes un package, en fait. Si tu nous prends, tu prends avec tout. Donc, il faut faire attention aussi. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup se déstresser, laisser cette pression-là de côté, de retrouver encore un autre homme pour se mettre sous la coupole d'une autre personne. Si ça vient, c'est bien. Mais moi, se mettre la pression, non. Essayez de vous reconstruire, renouer avec vos amis. On a besoin de soutien, oui, c'est vrai, on a besoin de se déstresser. Mais ne quittez pas une relation pour une autre directement comme ça. Ce n'est jamais bien, qu'on soit maman ou pas. C'est jamais une bonne chose. Donc, écoutez, les filles, relaxez, respirez. Vous n'avez tué personne, vous n'êtes pas les premières, vous ne serez pas les dernières non plus. Voilà, c'est tout. Moi, D'accord. Bon, je suis je vue. pense que
la coach Doris Nana Tekla nous a entretenus sur le sujet. Mais franchement, merci pour ces mots, pour les conseils, pour ton partage d'expérience aussi, parce que je pense que ça va être très, très utile pour tous ceux qui nous écoutent et pour toutes celles qui nous écoutent également. Et je pense que ça peut pousser aussi certains hommes à se remettre en question, bien évidemment, à se dire, ah oui, du Ça, coup, on je espère, hein. devrais accompagner beaucoup plus ma femme, etc. Après, je sais que c'est pas évident, comme toi-même tu l'as si bien dit, c'est l'éducation reçue, la société dans laquelle on est. Parfois, on fait des choix parce qu'on se dit, ah, j'ai pas envie que mes amis me voient comme un mec, voilà, qui est dominé par sa femme, etc. Parfois, on fait tellement attention aux autres qu'on oublie qu'en fait, il y a notre vie, il y a la vie de notre famille qui est plus importante que le regard des autres. Donc, franchement, merci pour ce partage. Et je pense que je vais donner rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent pour le prochain épisode tantôt. Merci beaucoup, cher ami. Merci à toi, Edem, d'avoir pensé à ma petite personne. C'est un grand honneur, vu les grands noms qui sont passés dans ce podcast avant moi. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ça fait plaisir. J'ai beaucoup parlé, je ne sais pas ce que j'ai pu dire de bien ou pas. Si ça peut aider quelqu'un, franchement, ce serait top, ce serait bien. On en a tous besoin. Des mots qui mettent, je veux dire ça, des mots sur nos mots, on va dire ça comme ça. Ouais. Et des mots qui nous réconfortent, c'est toujours une bonne chose. À quelqu'un qui m'écoute là, force à toi. C'est pas facile, la vie n'est facile pour personne, mais voilà, un pas après l'autre. Et puis, be kind to yourself, c'est important. Sois gentil, parce que beaucoup de gens vont être méchants avec toi-même, mais s'il te plaît, toi-même, ne sois pas méchant avec toi-même, c'est important. D'accord, merci beaucoup, Doris, et on se dit à tantôt. Oui, au revoir. Salut, j'espère que tu vas très bien, j'espère que tu as aimé le partage que j'ai eu avec Doris Nana. Alors, j'avoue qu'on a fait le tour de plusieurs sujets aujourd'hui avec Doris. Alors, je vais y aller one by one. J'avais prévu quand même vous faire une surprise, mais je pense que ça ne pourra pas se faire pour cet épisode. Peut-être que ce sera pour les épisodes qui vont s'en venir. Parce que je prévois de temps en temps recevoir aussi des experts en fait sur des questions précises après les épisodes et comme ça on pourra avoir une vue d'ensemble plus large, d'accord? Mais ce sera pour la prochaine fois. Alors je commence rapidement. La première chose c'est les langages d'amour des enfants. Vous savez, pour nos parents je pense que c'est déjà fini en quelque sorte, c'est-à-dire que nous avons des parents qui sont dans la cinquantaine aujourd'hui, qui sont dans la soixantaine, d'autres qui ont peut-être 100 ans pour certaines personnes. Ce que veut dire c'est que je pense qu'on aura du mal à leur faire comprendre l'importance des langages de l'amour déjà envers nous, vous voyez. Mais je pense que nous on peut déjà rectifier le tir. Ce dont Doris a parlé dans le podcast, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très important. Elle a relevé un aspect dont on ne parle pas beaucoup, l'importance des langages de l'amour et surtout de deux langages en particulier, c'est-à-dire le contact physique et les paroles valorisantes à l'endroit des enfants. Dire à ton enfant j'aime vraiment ce que tu as fait aujourd'hui, je suis fier de toi. C'est des petites phrases, peut-être pour toi ça veut rien dire en tant que parent, d'accord? Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es parent, si tu le dis pas souvent, il va falloir que tu commences à le faire. Mais avant toute chose, moi j'ai juste envie de te poser une question. Est-ce qu'il t'est arrivé de t'asseoir et de te poser la question, est-ce que je connais les langages de l'amour de mes enfants ou de mon enfant? Qu'est-ce que mon enfant aime en général? Alors déjà, je t'explique rapidement. Généralement, les bébés adorent le contact physique. Lorsque votre enfant est tout bébé, tout mignon, etc., le contact physique a un impact vraiment important sur les enfants.
les paroles valorisantes encore plus. Je ne sais pas trop si vous l'avez remarqué, mais lorsque vous avez un bébé, un enfant qui a peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas trop, lorsque vous lui dites certaines choses qui sont valorisantes, ce bébé le retient en fait, ou les retient. Peut-être que pour vous, ça ne voudra rien dire, mais c'est important. C'est sacrément important. Je ne sais même pas comment le dire, mais c'est très, très important de dire des paroles valorisantes à vos enfants. Alors, ça fait 2 langages de l'amour. Le 3e langage, c'est les moments de qualité. Accorder du temps à vos enfants, c'est un peu comme si vous leur faites le plus grand cadeau du monde, en fait. Il s'agit en fait d'offrir de son temps à son enfant, de faire don de sa personne. Lorsque l'enfant est petit, en fait, il est dépendant et donc c'est normal de lui accorder beaucoup de temps. Mais plus il grandit, plus on se rend compte que c'est un défi de lui accorder du temps. Et puis on a des enfants, plus en fait on a des enfants, plus on se rend compte que c'est difficile aussi de leur accorder du temps. Surtout dans le contexte occidental, c'est encore plus compliqué. Mais il est important de dégager du temps à vos enfants. C'est primordial en fait. Un enfant qui est dans l'attente en fait de ce langage de l'amour peut être rongé par l'idée que ses parents ne l'aiment pas parce qu'ils ne sont pas capables de prendre rendez-vous avec leur enfant. Vous voyez? Il y a aussi les cadeaux. Donc c'est encore un des langages de l'amour. Le cadeau n'a rien à voir avec le prix forcément. C'est le geste qui compte en fait. Et ensuite les services rendus. Les petits services comme les grands, bien évidemment, peuvent exprimer un engagement qui est très important. En fait, au début, on peut se dire que nous faisons pour nos enfants ce qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. D'accord? Puis nous leur apprenons en fait comment se débrouiller. Donc le service, c'est un peu comme si vous leur manifestez de l'amour en fait. C'est un don. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un don. Et l'enfant le remarque. L'enfant arrive à comprendre que vous leur faites cela par amour. D'accord? Il y a un livre que vous devez lire. Alors, je vous ai plusieurs fois parlé des langages de l'amour de Gary Chapman, ce que j'aurais aimé savoir, d'accord, avant de me marier. Mais là, il y a un autre livre qui est également très important, qui concerne les langages de l'amour des enfants, qui est rédigé par Gary Chapman et Rose Campbell. Vous pouvez le trouver en ligne très facilement. Je vais essayer de l'avoir quand même en PDF peut-être pour ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à me contacter inbox pour ceux qui en ont besoin. Je pourrais bien évidemment vous le partager par mail. Donc vous laissez votre mail en suivant le lien dans la description du podcast et puis je pourrais vous l'envoyer sans aucun souci. Alors le second sujet, c'est l'échec et la fatalité. J'ai parlé tantôt des paroles valorisantes, mais je vais surtout parler des mots qu'on utilise lorsqu'on parle à nos enfants. Le mot échec a disons un poids très important lorsqu'on le dit à son enfant. On dit à son enfant, oh ouais, voilà, non, là. Ou bien dire à son enfant, je savais que toi tu ne réussirais jamais. C'est lourd de sens en fait. La représentation du mot et son impact dans la vie d'un enfant, ça peut le suivre pendant des années. Un peu comme Doris nous l'a partagé dans l'épisode, c'était tellement édifiant, ça m'a touché et je me dis, il est important d'en parler. Il est important en tant que parent ou futur parent de faire attention à ça. Une question qui m'est venue à l'esprit, un enfant doit-il régler les soucis des parents? Non. Si vos parents ont des problèmes conjugaux, c'est à eux de régler ces problèmes conjugaux. Mais je vais surtout prier les parents de tout faire pour éviter de se disputer devant les enfants, de crier dans la maison, etc. C'est traumatisant pour les enfants. Et on le voit très bien lorsque Doris en parle. Alors, est-ce qu'il est possible de se remettre en couple en tant que mère célibataire? Alors, moi, je vais rapidement parler de quelque chose. J'espère que je vais pouvoir vous aider avec ça. Alors, la première chose, c'est que lorsque vous êtes une femme et que vous rencontrez un homme qui vous plaît, qui vous tente et tout, prenez votre temps. Il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas tout d'un coup présenter cet homme à vos enfants, etc. ou à votre enfant. Prenez votre temps. Ça, c'est la première des choses. Seconde chose, il faut clarifier les attentes. Bien qu'en fait, au début d'une relation, on veut éviter de mettre la pression à l'autre,
il est important d'avoir une conversation avec votre nouveau partenaire concernant ses attentes déjà, les vôtres et son rôle dans la vie de vos enfants ou de votre enfant. Il est en fait important de mon point de vue de vérifier s'il comprend et accepte que vous avez un enfant, que vous chérissez, que vous devez vous en occuper également et qui va former une équipe en fait avec lui. D'accord? Il est aussi important de clarifier assez tôt le rôle du beau-parent de votre partenaire. Donc, vous êtes une femme, vous rencontrez un homme, il est important d'en discuter. Et il est important de prendre le temps avec vos enfants. Il ne faut pas précipiter les enfants. Il faut éviter de mettre ses enfants ou vos enfants ou votre enfant dans une cage et lui donner plein d'éducations pour dire « Ah, lorsque tu vas rencontrer Théo, lorsque tu vas rencontrer Gabriel, fais ceci, fais ce... » Non, non, non. Il faut préparer votre enfant. Il faut essayer d'organiser par exemple une activité tranquille, à 3. Essayez de faire en sorte que votre enfant se familiarise avec l'homme que vous voulez lui présenter. C'est pas évident pour un enfant. Et encore, ça dépend du sexe de l'enfant. Parce que si vous avez un enfant qui est un garçon, les garçons s'attachent beaucoup à leur maman. Donc, c'est pas évident d'accepter un autre homme dans la vie de la maman. Si vous avez une fille, ça peut être un peu différent, mais c'est assez relatif. D'accord? Alors, il faut également éviter d'éveiller la jalousie en l'enfant. Parler tout le temps de votre partenaire devant votre enfant peut éveiller de la jalousie et ça peut pousser cet enfant à ne pas accepter votre partenaire. Il faut également, disons que je vais mentionner quelques questions selon moi qui me semblent importantes. D'accord? Alors, déjà, vous-même en tant que femme, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser lorsque vous rencontrez un partenaire qui vous plaît et tout? Déjà, demandez-vous, est-ce que ce gars peut jouer le rôle de beau-père avec votre enfant? Est-ce que vous êtes prêt à le laisser vraiment entrer dans l'éducation de votre enfant, de vos enfants? Que vous ayez été avec ce gars ou pas, la question se pose quand même. Dans le cas de Doris, oui, elle n'est plus avec le père de son enfant, mais cette question peut se poser, bien évidemment. Si elle rencontre une autre personne ou si c'est l'homme ou le papa qui veut revenir dans la vie de cet enfant à temps plein. Vous m'excusez le terme, mais on se comprend. La question aussi à se poser, c'est est-ce que cette personne aime mes enfants ou mon enfant? Est-ce qu'elle sera un bon modèle pour mon enfant, mes enfants? Est-ce que cette personne a des valeurs éducatives qui sont semblables à ce que je donne à mon enfant ou à mes enfants? Est-ce que je me vois à long terme avec cette personne? Est-ce que je m'imagine partager le quotidien avec cette personne? Quels sont les éléments, par exemple, qui peuvent risquer de créer des tensions dans notre couple? Quelles sont nos forces? Quelles sont les ressources qui peuvent permettre à ce qu'on puisse surmonter les écueils? Et ainsi de suite. L'idée, c'est de connaître l'histoire de votre partenaire, donc l'histoire familiale de votre partenaire. Quel est le lien entre votre partenaire et son père déjà? Votre partenaire et sa mère déjà. Vous devez connaître le contexte familial dans lequel il a été éduqué. Parce que c'est ça qui va déterminer ce qu'il va faire en tant que beau-père de votre enfant. Tu me comprends, non? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, d'accord? Donc, comment intégrer le conjoint séparé dans la vie de l'enfant? J'en ai un peu parlé tantôt. Et je pense que c'est très important de prendre en compte aussi ce que l'enfant dit. Écoutez votre enfant. Prenez le temps de vraiment l'écouter à fond. Alors, congé maternité, etc., c'est compliqué. Alors, je ne sais pas, mais ce que moi je vais dire rapidement, ce sont des recommandations. Première chose, il est important que nos administrations en Afrique aille vers en fait l'automatisation du système de sécurité sociale, d'accord? Lorsqu'une mère veut retirer des allocations pour l'enfant, qu'elle ne soit pas obligée d'avoir la permission du père avant de le faire, d'accord? C'est très important. Donc cet argument selon lequel on a juste peur que les parents prennent chacun des allocations et tout, ça n'a pas de sens. Il faut automatiser. On a quand même des informaticiens qui sont très bons. On peut avoir un intranet qui pourra automatiser tout ça.
Il est important aussi d'élargir le congé maternité. Je ne le dirai jamais assez, mais pour moi, 14 semaines pour un congé maternité, c'est pas grand-chose. Dans le nouveau code du travail togolais, on voit que ça n'a pas été vraiment étalé, malheureusement. Et j'aurais vraiment aimé qu'on ait quand même un minimum de 6 mois de congé maternité. Pour moi, c'est vraiment le minimum pour permettre à la maman de vraiment se reposer. C'est très important. Il est important aussi que les employeurs respectent les congés maternité des femmes. D'accord? Je ne sais pas trop s'il y a des sanctions dans ce genre de cas ou pas, mais l'absence d'assurance maladie dans ce genre de cas aussi peut causer problème, parce que finalement les femmes qui voient leur congé maternité ne pas être respectées n'ont pas vraiment de moyens de pression, et c'est un peu dommage. Le congé paternité, ce serait bien quand même que ça soit étalé au moins de 1 mois pour que le papa puisse épauler la maman. Alors, je pense que moi, je vais m'arrêter là. Mais ce que moi, je retiens vraiment de ce podcast, c'est qu'il est important de travailler sur les langages d'amour avec nos enfants, de les connaître. Et il est important aussi de ne pas juger les autres, parce que là, je parle des mères célibataires. Penser qu'une mère célibataire est forcément une personne qui est désabusée, etc., ça n'a pas de bon sens. Donc, il est important de vraiment travailler sur ça et de changer les mentalités dans ce sens-là. Et de mon point de vue, il est également important que les politiques travaillent vraiment sur les congés maternité. On parle souvent d'égalité, d'équité entre les hommes et les femmes, mais je pense que ce sont des combats sur lesquels les féministes devraient se pencher au lieu de se pencher sur des problématiques qui n'ont pas de sens. Alors, moi, je pense que je parle des féministes africaines, bien évidemment. Alors, certaines féministes africaines, je précise. Alors, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je te remercie, toi qui m'as écouté. Si tu as des questions par rapport à tout ce qui a été dit, n'hésite pas à laisser des commentaires. Si tu as déjà vécu ce genre de choses aussi, n'hésite pas à partager tes opinions là-dessus. Et je te souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée. Et n'oublie pas quelque chose de très important, de très fondamental. La vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. Alors, fais-en quelque chose d'utile et d'agréable. Allez, prends soin de toi. On se retrouve pour le prochain épisode. Et cette fois-ci, on va aborder des sujets totalement différents avec un homme. Et je n'en dis pas plus. Allez, c'était Edem et c'était l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt.